Bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui sur les feuilles de route et programmes de branche. Je m'appelle Félix von Niederhausen et je fais partie du secrétariat de la loi sur le climat et l'innovation et je serai responsable de la modération du webinaire. Juste pour info, vous pouvez poser vos questions à tout moment par écrit via le chat. Veuillez noter que nous ne répondrons pas aux questions de fond, c'est-à-dire aux questions portant sur des projets concrets. Pour celles-ci, vous pouvez nous contacter à tout moment par email à l'adresse itinero@pfe.admin.ch. Aujourd'hui, nous aurons deux intervenantes. D'une part, Paul Anderegg, responsable de la mise en œuvre de l'article 5 de feuille de route, et d'autre part, Denis Villa, responsable de la mise en œuvre de l'article 6, subvention. Et maintenant, je passe la parole à Paul Anderegg. Merci Félix, bonjour à tous, bienvenue également de ma part dans ce webinaire sur les feuilles de route et les programmes de branche. Vous avez ici une vue d'ensemble des webinaires qui ont déjà été donnés à propos de la loi sur la protection du climat. Pour ceux qui ont un intérêt à un ou plusieurs de ces sujets-là, vous pouvez en tout temps les consulter, les revoir sur notre site web. Et pour le webinaire qui nous occupe aujourd'hui, donc, je vous donne le programme. Donc, on aura une première partie. Je vais vous décrire la façon dont une feuille de route de branche est réalisée. Donc, ça nous occupera pendant les 15 prochaines minutes. Ensuite, mon collègue Denis Billa parlera du fonctionnement et des dépôts de demandes pour les programmes de branche. Et à l'issue des présentations, nous aurons 30 minutes pour répondre à vos questions. Donc, vous avez, comme l'a dit Félix, la possibilité de poser vos questions par écrit en tout temps dans le chat et on y répondra à la fin. J'aimerais commencer par quelques mots sur les bases légales donc, de ces feuilles de route de branche. Donc, c'est la loi sur le climat donc, qui donne cet objectif de zéro émission nette au plus tard en 2050 pour les entreprises. Et ce que dit l'article 5 de la loi sur le climat, c'est que l'atteinte de cet objectif est obligatoire pour toutes les entreprises. Pour atteindre cet objectif, on peut réaliser des feuilles de route, qu'elles soient individuelles ou de branche, et c'est une base volontaire, donc c'est facultatif. Par contre, dans le cas d'une demande de subvention à l'article 6 de la loi sur le climat, alors la feuille de route, qu'elle soit individuelle ou de branche suivant les cas, devient nécessaire. Et alors là, dans ce cas-là, les exigences de l'ordonnance sur la protection du climat doivent être respectées. Vous trouvez toutes les bases et une description de la méthodologie pour réaliser ces feuilles de route dans la directive sur les feuilles de route, donc la directive relative à l'article 5 en lien sur notre site. Donc, quelle est la différence entre une feuille de route individuelle et une feuille de route de branche? Alors, la première, la feuille de route individuelle, elle a pour vocation de servir de base pour une stratégie net zéro pour une entreprise donnée. Et c'est aussi, le cas échéant, un prérequis pour une subvention à l'article 6 pour une entreprise donnée ou un groupement d'entreprises. Et la feuille de route de branche donc, va servir de base pour une stratégie net zéro pour toute une branche et ce sera un prérequis pour une subvention dans le cadre d'un programme de branche. Et vous aurez plus d'informations à ce sujet dans la deuxième partie du webinaire par mon collègue Denis Billa. Donc, avant de se lancer dans la réalisation d'une feuille de route de branche, le premier point important, c'est que cette feuille de route de branche, elle va être initiée par l'association professionnelle. Et avant de commencer, l'association professionnelle va définir le groupe cible, donc c'est-à-dire ses membres selon ce qu'ils ont comme activité commerciale, comme taille, etc. Va regarder les données dont elle dispose, la littérature, les éventuelles études, etc. Évaluer l'homogénéité en fait de ce groupe cible, donc en fonction des différentes activités qui existent dans la branche. Est-ce qu'il y a une activité principale dominante? Est-ce que les processus sont homogènes? Est-ce que plusieurs coexistent dans la branche? Quelle est la taille type des entreprises de la branche? Quels sont
les infrastructures, les installations, les véhicules, leur état, etc., etc. Et en fonction de ça, l'association professionnelle va sélectionner 3 à 10 entreprises représentatives. Et sur cette base, va pouvoir commencer la réalisation de la feuille de route, qui se passe en 2 étapes. Donc, la première étape, c'est la réalisation d'une feuille de route individuelle pour toutes les entreprises représentatives qui auront été sélectionnées. Donc, des feuilles de route selon l'ordonnance sur la protection du climat. Et ensuite, va extrapoler ces données, éventuellement les compléter avec des données d'autres sources dans une feuille de route de branche. Donc ici, c'est important de noter que cette méthodologie d'extrapolation de quelques feuilles de route individuelles, elle est spécialement avant tout conçue comme une simplification pour pouvoir être mise en œuvre relativement rapidement et simplement dans toutes les branches. Et donc, c'est clair que plus on dispose de feuilles de route individuelles, plus on dispose de données statistiques ou d'études sur la branche, plus la qualité de la feuille de route de branche sera bonne. Je donne encore quelques mots sur le périmètre. C'est important de noter que les feuilles de route individuelles qui servent de base à la feuille de route de branche doivent être réalisées pour l'ensemble des activités des entreprises. Donc, toutes les émissions directes et indirectes, donc le scope 1 et le scope 2 au moins en Suisse, donc pour tous les sites. Et donc, comme je disais, les activités de ces entreprises en question. Et si les émissions en amont et en aval de la chaîne de valeur sont considérées dans la feuille de route de branche, alors ces feuilles de route individuelles représentatives doivent aussi couvrir ces émissions du scope 3. Par contre, pour la réalisation de la feuille de route de branche en elle-même, là, il est possible de se focaliser sur l'activité principale qui est déterminante pour les émissions de CO2. Et donc, cette restriction, finalement, cette limitation sera appliquée dans toutes les parties de la feuille de route. La première partie de la feuille de route, c'est un bilan type des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce sera des émissions moyennes relatives, donc qui seront exprimées en pourcents pour chaque scope et si on a couvert le scope 3 pour chaque catégorie. C'est possible de pondérer si on dispose de données statistiques sur la représentativité de chacune de ces entreprises qui ont été choisies pour les feuilles de route individuelles. Et si on focalise sur une activité principale, alors il faut au moins dire dans quelle mesure, présenter dans quelle mesure en fait ces émissions sont significatives pour la feuille de route pour toute la branche. Et bien sûr, toutes les hypothèses qu'on va faire pour ça et toutes les sources de données qu'on utilise doivent être données de manière transparente. La deuxième partie de la feuille de route, c'est la description des installations et des processus qui sont typiques à la branche. Donc ici, il s'agira des installations et des processus qui sont le plus couramment trouvés dans la branche. Alors, il pourra y avoir plusieurs types d'infrastructures, d'installations qui ne sont pas nécessairement utilisées en même temps dans une entreprise donnée, mais qui sont couramment trouvées dans une branche donnée. Et cette description sera vraiment la base pour l'analyse des solutions pour la partie suivante. Donc ici, c'est clair qu'on ne va pas pouvoir représenter tous les cas de figure qui se présentent dans une branche, tous les cas individuels, mais la description des installations et des processus typiques doit refléter le plus possible l'état actuel de la technique dans la branche. Et bien sûr, dans le cas d'une demande de subvention, ça doit être aussi en relation avec les installations et processus qui sont pertinents pour la mesure pour laquelle on va demander une subvention. Ensuite, donc sur la base de cette description, on aura une analyse des solutions de décarbonation. Il est possible qu'il y ait plusieurs cas de figure en fonction des infrastructures et des installations qui cohabitent, pour ainsi dire, dans la branche. Et là, c'est important que les entreprises de la branche comprennent dans quelle mesure chaque solution s'applique à son cas. Donc, parfois, c'est relativement évident. Il s'agit de la technologie qu'on utilise au départ.
part, parfois il y a des facteurs qui sont plus ou moins importants et qui devraient apparaître dans la feuille de route. Cette analyse, elle a aussi pour but d'estimer, si c'est le cas, le pourcentage des émissions qui sont difficilement évitables dans la branche et qui vont servir à la fixation de l'objectif. Et enfin, c'est sur la base de cette analyse aussi que sera réalisé le plan de mesure. Donc, comme pour les feuilles de route individuelles, on a pour les feuilles de route de branche une trajectoire de réduction et une trajectoire d'utilisation des technologies négatives. Donc, le point de départ est à 100%. Donc, c'est les émissions moyennes, pondérées ou non, du scope 1 et 2 dans la branche pour l'année du bilan type. Si le scope 3 est considéré, alors il sera représenté séparément, donc sur deux trajectoires indépendantes de celles du scope 1 et 2. On aura typiquement une courbe de réduction linéaire qui ira jusqu'à 0 en 2050 ou, le cas échéant, jusqu'à la part des émissions difficilement évitables. Et dans le cas où effectivement il y a des émissions difficilement évitables dans la branche, alors on prévoira une courbe ou une trajectoire d'utilisation des émissions négatives qui sera aussi idéalement linéaire avec un point de départ avant 2030 et qui permettra d'atteindre 0 émission au plus tard net, donc en 2050. Et il est possible, tout comme pour les feuilles de route individuelles, de prévoir même des émissions nettes négatives à partir de 2050. Une fois ces trajectoires posées, le plan de mesure est réalisé. Donc, la priorisation et le calcul se fait à partir des feuilles de route individuelles. L'effet est donné relativement par rapport aux émissions du bilan typique. On peut aussi ici pondérer. Les coûts et aussi les bénéfices, sont estimés en francs par tonne de CO2 équivalent, d'équivalent CO2, l'habitude de le dire en allemand. Et on donnera une période de mise en œuvre, donc pas forcément une année de mise en œuvre, mais une fourchette en fait pour la mise en œuvre de chaque mesure. Et l'ensemble donc sera planifié en respectant le plus possible la trajectoire de réduction qui donne en fait une indication pour la réduction et le cas échéant pour la compensation. Je donne la parole maintenant à Denis Bia pour les programmes de branche. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. C'est le cas. Très bien, donc on va continuer. Donc, bonjour à tous, mon nom est Denis Bia, je travaille aussi dans la section industrie et services de l'OFEN et en participant à la mise en œuvre de l'article 6 de cette loi sur le climat. Dans cette deuxième partie, donc comme énoncé, je vais vous parler des programmes de branche, de leur fonctionnement, de leur agencement, et on fera aussi un point sur le dépôt des demandes et le traitement des demandes. Alors, pour commencer, les programmes de branche, quels sont, leurs objectifs? Les grandes entreprises ont la possibilité, ont les capacités d'élaborer des feuilles de route de branche, identifier des mesures innovantes pour participer, pour bénéficier de des encouragements qui sont prévus par la loi sur le climat. Pour les PME, c'est moins le cas. Donc, c'est pour ça que ces programmes de branche ont été créés. Ça permet à une association de branche, quand elle a défini et quand elle a élaboré une feuille de route de branche, d'identifier une mesure innovante et de permettre à l'ensemble des PME de cette branche de pouvoir mettre en œuvre cette mesure innovante et de soutenir, par le biais des mesures d'encouragement de la loi sur le climat, de soutenir la mise en œuvre de cette mesure innovante de décarbonation
dans l'ensemble, dans un plus grand nombre possible des PME participants ou membres de cette branche. Les différentes conditions pour un programme de branche sont les suivantes. Les différents acteurs. Un acteur principal, central, c'est le porteur de programme. Le porteur de programme, c'est celui qui est responsable de la mise en œuvre du dépôt et de la mise en œuvre du programme de branche. Ce porteur de programme, ça peut être l'association professionnelle. C'est l'association professionnelle qui initie le programme de branche. C'est elle qui est responsable vis-à-vis de l'OFEN, du dépôt de la demande et de mise en œuvre du programme. Si elle juge que cette tâche est un peu trop compliquée pour elle, elle peut faire appel à une association, un bureau d'ingénieurs, elle peut mandater une autre association, un autre acteur pour prendre la responsabilité de ce dépôt et de cette mise en œuvre de programme. Les programmes de branche sont destinés aux PME, aux petites et moyennes entreprises. Dans le cadre de la loi sur le climat, les PME sont définies comme suit: maximum 250 employés, avec une consommation annuelle électrique de maximum 0,5 gigawattheure et de chaleur de 5 gigawattheures. Pourquoi cette limite? Tout ce qui est au-dessus de 0,5 gigawattheure en électrique et 5 gigawattheure en chaleur tombe sous l'article du gros consommateur. Et dans ce cadre-là, il est plus facile aux entreprises où elles sont plus destinées à pouvoir mettre en œuvre, à pouvoir élaborer des feuilles de route individuelles. La condition préalable au dépôt d'un programme de branche, c'est l'élaboration d'une feuille de route de branche. Donc il y a une feuille de route de branche qui existe, qui sera élaborée selon les exigences de l'article 5, qui date de moins de 5 ans et qui bien sûr contient la mesure innovante qui est prévue d'être soutenue par le programme de branche. Cette mesure, elle répond aux mêmes exigences qui peuvent être demandées pour les demandes directes, à savoir par exemple le caractère innovant de la mesure. Concernant l'aide financière, l'aide financière qui sera versée donc aux porteurs de programme par l'OFEN, on peut l'avoir sous deux parties. Il y a bien sûr la partie de soutien aux PME qui est maximum 50% des coûts éligibles de la mesure innovante à mettre en œuvre. Et là-dessus vient s'ajouter les frais de gestion que pourra avoir le porteur de programme, qui sont les mesures d'accompagnement, qui peuvent être les mesures de communication, les mesures de formation continue, les mesures de conseil, mais également toutes les mesures de gestion du programme, l'administration du programme, l'examen des candidatures des PME, le versement d'aide financière, bien bref, tout ce qui tourne autour de la mise en œuvre même du programme. Ces frais de gestion sont de maximum 10% de l'aide financière qui sera accordée aux PME à hauteur max de 1,3 million. Bien sûr, il y a également les valeurs seuil à respecter, ces valeurs que l'on trouve dans l'annexe 2 de l'ordonnance. La différence avec une demande directe, c'est que ces valeurs seuil sont à atteindre au bout de 5 ans après la mise en œuvre de la première mesure dans le cadre du programme de branche. Et cette valeur seuil est à effet cumulatif par rapport par toutes les mesures, pas toutes les PME qui participent au programme de branche. Donc c'est sur l'ensemble des PME qui ont participé. Ces valeurs seuil doivent être atteintes au plus tard 5 ans après la première mise en œuvre. Si on essaie de schématiser le fonctionnement et de placer un peu les différents acteurs dans un programme de branche, en acteur central, on a donc, comme dit, le porteur de programme. C'est lui qui porte la responsabilité de la mise en œuvre du programme et qui porte la responsabilité des différentes exigences de respect de la loi, de la directive vis-à-vis de l'OFEN, de l'OFEV, enfin des organes d'exécution de l'article 6. Le porteur de programme émet une demande, dépose la demande, propose sa vision de la mise en œuvre du programme, et l'OFEV, l'OFEN, les organes d'exécution, évaluent la demande
et ensuite paie l'aide financière au porteur de programme. C'est le porteur de programme qui va recevoir de notre part l'aide financière. En contrepartie, il y aura des rapports sur la mise en œuvre du programme qu'on verra un peu plus loin. De l'autre côté, le porteur de programme est également l'interface avec les différents PME qui souhaitent participer à ce programme de branche. Le porteur de programme aura des activités de communication sur le programme. Il aura le rôle de promouvoir ce programme, de pousser les différentes PME à participer à ce programme. Il évaluera bien sûr les demandes de projets. Il examinera les rapports que fourniront les différentes PME et il assurera évidemment toute la partie paiement et toute la partie aide financière vis-à-vis des PME. Donc les PME ne recevront pas l'aide financière directement de la Confédération, mais du porteur de programme. Ce sera à lui de gérer ces flux financiers. D'un autre côté, les PME, elles auront une obligation de rapporter sur la mise en œuvre de la mesure. Elles s'adresseront au porteur de programme pour déposer une demande. Et elles auront des obligations, bien sûr, dans la mise en œuvre de la mesure. Et ce sera au porteur de programme de monitorer tout ça. Voici un peu les options de participation à un programme de branche. Pour participer aux mesures d'encouragement dans le cadre de la loi sur le climat, il y a la possibilité de faire des demandes directes ou de participer à des appels d'offres. Pour les programmes de branche, c'est également la même chose. Le porteur de programme a la possibilité de faire une demande directe pour un programme de branche envers la Confédération. Il a lui-même développé une idée et il pense que cette mesure, il a identifié une mesure innovante qui pourra se diffuser parmi les PME de la branche. Il demande à ce qu'un programme de branche soit mis en place. Ou alors, dans une approche plutôt top-down, la Confédération identifie le besoin d'un programme de branche, fait un appel à programme, et dans ce cas-là, c'est le porteur de programme qui pourra répondre à cet appel à programme. Les PME, elles ont le rôle de participer à ce programme de branche, donc aucune demande directe ou aucun appel d'offres directement vers la Confédération, mais envers le porteur de programme. Quand un programme de branche tourne, c'est les PME qui ont une action de demande directe envers le porteur de programme pour participer à ce programme de branche. Pour déposer une demande de programme de branche, comme évoqué, il y a la possibilité de faire une demande directe de la part du porteur de programme, donc de l'association professionnelle. Tout ceci, ces demandes directes peuvent être faites à tout moment, à partir du 1er juin 2025, sur quelconque thématique. Les évaluations vont commencer à partir du mois de juillet. Et il y a également, comme dit, il y a des possibilités de participer à des appels d'offres à programme. Là, les délais, tout ce qui est délais, conditions sont spécifiés dans la documentation propre à ce programme de branche. Et actuellement, il y a un programme de branche qui tourne sur les infrastructures de recharge pour les camions électriques, dont le délai est à la mi-juin. Pour participer, pour déposer une demande, il suffit de vous rendre sur le site de l'OFEN sous la rubrique mesures d'encouragement, encouragement des technologies innovantes et processus, et tout en bas, vous avez dans l'encart documents, vous avez le formulaire de demande. Si maintenant on regarde les différents, quand une demande a été faite, quand une demande est arrivée à l'OFEN, une demande de programme de branche, qu'est-ce qui se passe? Elle va être évaluée de la même manière que les demandes directes et suivant les mêmes catégories de critères. C'est-à-dire qu'il y a tout d'abord des exigences formelles à remplir.
ces exigences formelles, c'est regarder si la demande elle est complète. Les différents critères qui sont ici listés sont les mêmes critères que pour les demandes directes. Il y a des petites spécificités pour les programmes de branche, notamment pour ce critère F4, où là, on ne va pas regarder la viabilité économique d'un projet, mais on va regarder si le budget global que présente le porteur de programme, que ce soit au niveau des frais de gestion, au niveau de l'aide financière qu'il prévoit d'attribuer aux entreprises, si ce budget global est plausible. Là, c'est des exigences auxquelles on doit répondre par oui ou par non. Si toutes ces exigences sont répondues par oui, alors on passe aux exigences, ce qu'on appelle les exigences matérielles. Là, c'est pour vérifier que les exigences de la loi, de l'ordonnance sont bien remplies. Et également, il y a différents critères pour ça. Ces critères sont également quasi identiques aux critères de demande directe, avec quelques spécificités que vous avez ici surlignées en jaune, notamment pour les critères de feuille de route, où on va regarder si les participants, si les PME remplissent les critères de définition justement d'une PME. Au niveau des critères d'engagement de réduction, ça ce sera au porteur de programme de regarder à ce que les critères d'engagement de réduction pour les PME soient respectés. Il y a un critère qui est supplémentaire par rapport aux demandes directes, c'est la capacité, si on va regarder si le porteur de programme a vraiment la capacité d'administrer et de mettre en œuvre le programme comme il demande de le faire de façon convaincante. Là encore, c'est des exigences, donc c'est des critères auxquels il faut répondre par oui ou par non. Si tous les critères sont répondus par oui, alors on passe à la dernière catégorie de critères qui sont les critères d'évaluation qui, eux, permettent de définir la hauteur de l'aide financière. Donc là, c'est des critères plutôt qualitatifs où je ne vais pas rentrer dans le détail de ces différents critères, mais là également, c'est les mêmes critères que pour une des demandes directes, seulement pour les programmes de branche, il y a différentes façon d'évaluer ces critères-là et de les prendre en compte dans le cadre d'un programme de branche. Je vous demande de vous reporter à la directive dans laquelle ces différents critères sont détaillés. Et là, il s'agit de définir la hauteur de l'aide financière. Ensuite, une fois que la demande a été déposée, a été évaluée et a été acceptée, donc le programme de branche se met en route et commence à être mis en œuvre dans les PME. Là, on rentre dans la phase de suivi du programme de branche et donc on a des obligations de reporting qui conditionnent les différents paiements qui vont être effectués au cours du programme. Le porteur de programme, comme dit précédemment, joue un rôle central et il a des obligations tout d'abord envers l'OFEN, des obligations dans le rapport de mise en œuvre. Ce rapport de mise en œuvre, il fait suite ou il est joint aux objectifs intermédiaires qui auront été définis avec l'OFEN dans le cadre de l'élaboration de ce programme. C'est-à-dire que avec le porteur de programme, il va être défini des différents objectifs intermédiaires dans la durée de déroulement du programme de branche. Et ces objectifs intermédiaires seront les objectifs seront aussi des moments où les versements financiers vont être faits. Et ces versements financiers vont être opérés quand des rapports de mise en œuvre vont être validés par l'OFEN. 3 ans après la mise en œuvre de la première mesure, le porteur de programme aura l'obligation de fournir à l'OFEN un rapport d'évaluation dans lequel il montrera les différentes mesures qui ont déjà été mises en œuvre, où en est le développement du programme
quelles sont les différentes mesures en matière de communication qu'il a mis en place et quelles sont, où en est l'atteinte des objectifs en matière de réduction des émissions par rapport aux objectifs qu'il avait annoncés à la dépôt du programme. Et au bout de 5 ans, on regardera si le seuil a véritablement été atteint comme annoncé. Vis-à-vis des PME, il y a également à peu près la même logique au niveau du reporting, à savoir que les PME ont à soumettre aux porteurs de programme des rapports de mise en œuvre de leurs mesures. Quand la mesure sera mise en place chez les PME, celles-ci devront annoncer par l'intermédiaire de ce rapport de mise en œuvre que cette mesure est mise en place, et c'est à ce moment-là que sera effectué le versement de l'aide financière, à laquelle sera retenue une partie de 10% qui se reste à payer, sera débloquée 3 ans après la mise en œuvre de cette première mesure, lorsque l'entreprise fournira au porteur de programme son rapport d'évaluation, qui lui aussi doit être fourni 3 ans après la mise en œuvre de cette mesure. Donc voici un peu la logique des exigences de reporting couplées au déclenchement du paiement de l'aide financière. Pour finir, j'aimerais que vous emportiez ces 3 messages avec vous, qui sont que, tout d'abord concernant les feuilles de route de branche, ce sont des feuilles de route qui partent de feuilles de route individuelles, d'entreprises qui sont représentatives de la branche et qui sont extrapolées à partir de ces feuilles de route et qui permettent d'avoir une vision d'ensemble des émissions de la branche. Ensuite, le programme de branche contribue à la mise en œuvre des feuilles de route de branche, tout comme les demandes directes contribuent à la mise en œuvre des feuilles de route individuelles. Là, les programmes de branche sont vraiment destinés à mettre en œuvre, à aider à la mise en œuvre des feuilles de route de branche et permettent ainsi aux PME de pouvoir bénéficier de ces mesures d'encouragement qui sont spécifiées, qui sont prévues par la loi sur le climat. Et ensuite, ce sont les associations professionnelles qui portent la responsabilité de cette mise en œuvre des programmes de branche, qui initient ces programmes de branche. Alors, elles peuvent initier ou elles peuvent répondre aux appels d'offres, aux appels à programmes initiés par nous, mais ce sont elles qui ont la responsabilité de cette mise en œuvre de programme. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et nous restons maintenant à disposition pour vos questions. Merci, Denis. La première question, c'est pour Paul. Pour la feuille de route de branche, est-ce qu'une branche peut être une branche régionale? Par exemple, les entreprises pharma qui font partie de l'association des pharmaceutiques tessinoises. Oui, alors merci pour la question de Giovanni. Et c'est tout à fait possible, effectivement. La seule condition vraiment ancrée dans l'ordonnance sur la protection du climat, c'est que l'association professionnelle soit impliquée, donc elle peut être régionale ou nationale. Alors bien sûr, dans le cadre d'une demande de subvention, ça peut être difficile pour une association régionale d'atteindre seule, dans le cadre d'un programme, les seuils minimum en tonnes de CO2 pour le programme. Après, ça peut aussi être la base d'une collaboration avec d'autres associations professionnelles régionales ou nationales, mais dans tous les cas, la feuille de route peut tout à fait être initiée par une association professionnelle régionale. Très bien, merci. Encore une autre question sur les feuilles de route. S'il n'y avait pas une association professionnelle, mais un groupe d'entreprises du même domaine qui n'ont pas d'association, est-ce qu'elles ont droit au soutien? Toujours pour moi, je suppose.
C'est vraiment une bonne question. L'ordonnance sur la protection du climat prévoit que l'association professionnelle soit impliquée. Effectivement, si on parle d'une branche dans laquelle il n'y aurait pas d'association professionnelle, et uniquement dans ce cas, alors si le cas se présente, il faudrait effectivement évaluer la possibilité. Je ne peux pas m'imaginer qu'une branche soit discriminée. J'attends de voir de quelle branche il s'agit. Encore une question, Paul, plus ou moins sur la même chose. Dans les conditions, ça doit être alors via une association professionnelle formellement établie, ou ça peut être des PME qui se mettent ensemble pour ce but. Alors, effectivement, comme je viens de le dire, à partir du moment où il existe une ou plusieurs associations professionnelles pour une branche donnée, il est impératif de passer par cette association professionnelle, par une au moins. Oui, la prochaine question est concernant le feuille de route et les subventions. Est-ce que les feuilles de route individuelles et demandes de subventions associées peuvent être établies pour une groupe basée en Suisse, avec un bilan de greenhouse gas global qui inclut des entités présentées dans le monde entier, où la feuille de route doit concerner les entités basées en Suisse uniquement? Alors, c'est tout à fait possible de faire une feuille de route pour un groupe. Donc, on considère toujours une entreprise. Ça peut être, suivant le niveau opérationnel choisi, ça peut être une entreprise en Suisse ou bien tout le groupe auquel elle appartient au niveau international. Ce qui est important, c'est de toujours respecter le périmètre qui est choisi, c'est-à-dire que, a priori, quand on choisit de le faire au niveau du groupe, il faut bien avoir considéré toutes les émissions au moins en Suisse pour ce groupe donné. Donc ça, c'est tout à fait possible. Après, la question qu'il faut se poser, c'est si cette feuille de route individuelle, donc aujourd'hui on parlait de feuille de route de branche, donc je suppose que la question est aussi posée dans ce sens. On va utiliser une feuille de route individuelle à un niveau global, peut-être comme feuille de route représentative, au moins pour la partie suisse. Et là, en fait, il faudra quand même se poser la question de savoir si la trajectoire de réduction, la planification des mesures, la trajectoire d'utilisation des nets de l'entreprise globalement respecte aussi pour la Suisse, pour la partie en Suisse, les conditions de l'ordonnance sur la protection du climat. Donc ça, ce sera vraiment un point critique au niveau de la feuille de route. Après, c'est clair que quand on fait une demande de subvention pour une mesure donnée, alors là aussi, on ne peut pas forcément demander pour n'importe quelle mesure, y compris à l'étranger, une subvention. Mais là, peut-être je laisse mon collègue Denis Billard compléter la réponse. Vous m'entendez? Oui. Bon. Donc, dans le cadre... Pardon, oui. Non, Alors, pardon, je crois que j'ai eu une coupure. Donc, est-ce que tu peux répéter, excuse-moi, la question? Oui, bien sûr. Je suis désolée de t'avoir pris de court. Donc, dans le cadre de feuille de route individuelle, donc dans le contexte qui aurait servi donc de base pour une feuille de route de branche, dans le cadre donc de feuille de route individuelle qui aurait été établie non pas pour au niveau entreprise en Suisse, mais au niveau d'un groupe global, et donc qui inclurait des sites à l'étranger. Qu'est-ce qu'il faudrait, à quoi il faudrait faire attention dans le cadre d'une demande de subvention, donc concernant les mesures qui seront prises en compte, donc le périmètre de la demande de subvention. Donc. La demande de subvention doit être faite par une entreprise qui est suisse, et donc l'organisation qui mettra en œuvre la demande, la mesure doit être suisse. Donc le projet doit être fait en Suisse.
Ça, c'est très important à le souligner. Après, ça, c'est des choses qu'il faudra regarder au cas par cas, mais des projets ou des mesures qui sont faits à l'étranger, il y a beaucoup de critères à remplir pour que ce soit accepté. Il faudra regarder au niveau du scope, il faudra regarder au niveau de beaucoup de choses, mais donc là, je ne vais pas me permettre de donner une réponse globale et générale parce que c'est des choses qu'il faudra regarder au cas par cas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que principalement, c'est des mesures en Suisse par des entreprises en Suisse qui seront soutenues. Alors, encore une autre question sur les programmes. Les PME ont l'obligation passée par le programme de branche où il est possible pour elles de faire une soumission individuelle. Non, les PME peuvent faire une soumission individuelle, mais il y a évidemment les critères à respecter, et notamment les critères au niveau des seuils qui sont relativement élevés. Et donc, il est très peu probable qu'une PME atteigne les seuils qui lui permettent de faire des demandes directes. C'est pour ça que ces programmes de branche ont été mis en place. Mais théoriquement, une PME peut faire une demande directe ou peut participer à un appel à projet dans lequel les seuils auraient été diminués et donc pour lesquels une PME pourrait rentrer dans ces exigences-là. Non, c'est tout à fait envisageable. Eh bien, merci Denis. Encore une question sur la responsabilité du programme. Si une association de branches délègue la mise en œuvre d'un programme de branche à un tiers, par exemple un bureau de planification ou des conseils, la responsabilité du programme peut aussi être déléguée. Là, comme dit précédemment, on estime que la responsabilité envers nous du programme de branche reste à l'association professionnelle. C'est l'association professionnelle qui a élaboré une feuille de route de branche qui décide de mettre en œuvre cette mesure innovante ou qui estime que la mise en œuvre de cette mesure innovante dans les PME associées à cette branche fait du sens. Donc, la responsabilité envers nous restera à l'association professionnelle. La mise en œuvre peut être déléguée. Très bien, merci. Je vois que maintenant, il y a encore une question dans le chat qui est nouveau. Mais à l'inverse, est-ce qu'une plus grande entreprise peut faire partie d'un programme de branche avec des PME en respectant les critères de homogénéité? Alors non, les programmes de branche sont destinés aux PME. C'est-à-dire qu'il faut remplir les critères définis dans le slide, peut-être le remonter, on parle donc de ces critères ici, où c'est 250 employés au max et les consommations électriques et de chaleur qui sont en dessous des seuils des gros consommateurs. Ça, c'est un critère pour participer à un programme de branche. Bien, merci. Je vois qu'il y a encore une autre question dans le chat. Est-ce que vous pourriez réexpliquer la différence entre demande directe et appel d'offres? Alors, une demande directe, c'est l'approche, ce qu'on pourrait appeler l'approche bottom-up, c'est-à-dire c'est une entreprise dans le cadre d'une demande directe d'un projet, ou alors une association professionnelle dans le cadre d'une demande directe d'un programme, qui vient vers nous avec une idée de projet ou une idée de programme, et qui nous demande d'évaluer son idée, son idée de projet. L'appel d'offres ou l'appel à projet, c'est une approche plutôt top-down, où là, c'est nous, c'est-à-dire la confédération,
qui avons décidé qu'il serait opportun de soutenir un type de projet, un type de technologie. Et donc là, on fait un appel à projet et on demande aux différents acteurs de nous soumettre des projets qui, eux, pensent mettre en œuvre dans leurs entreprises, ou alors des associations professionnelles qui répondent à un appel à programme, dans ce cas-là, comme le programme LIS qui est en train de tourner actuellement. Donc c'est ces deux approches, une approche bottom-up et une approche top-down. Merci, Denis. Je vois que maintenant, il n'y a plus de questions dans le chat. Donc, je propose de passer la parole maintenant à Paul pour le mot final. Merci Félix. Bon, le temps n'est pas tout à fait écoulé. Vous avez, il n'y a pas un coup près. Hein. Si jamais vous avez encore des questions que vous voulez rapidement mettre dans le chat d'ici à ce qu'on finisse, n'hésitez pas. Pour ma part, en attendant, je vous remercie beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Denis, est-ce que tu pourrais juste me mettre... est-ce que tu... non, non, je pensais les take-home messages, mais tu... Voilà, merci beaucoup. Donc, sur ces bons mots de la fin, je vous remercie beaucoup pour votre participation et vous souhaite une très bonne journée. Bien sûr, tout le webinaire sera mis en ligne également, comme tous les autres, sur le site web. Vous pourrez le revoir, consulter la présentation et poser toutes vos questions à venir à l'adresse email itinero@bfe.admin.ch. Très bonne journée à tous encore. Au revoir. Au revoir, bonne journée.